Chers participants et collègues, je suis très honorée de souhaiter la bienvenue à notre panel qui s'encadre à la 12e conférence virtuelle du PICB. Je m'appelle Josina et je suis très heureuse d'être la modératrice aujourd'hui et qu'on a cette possibilité d'un dialogue dans l'espace numérique digital. Je vous invite à tous interagir pendant le panel et vous envoyer des questions pour nos panélistes via chat. Et à la fin, on aura l'opportunité de répondre. C'est un grand plaisir de présenter mes chers collègues panélistes. On commence avec le monsieur Marc Tasset, expert réputé dans le domaine de la juricomptabilité et capitalisant plusieurs années d'expérience en matière de lutte contre la corruption. Monsieur Tasset enseigne au niveau du programme de MBA pour des cadres ainsi que la faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Il est fréquemment invité à titre de conférencier au Harvard Institute for Learning Retirement. Monsieur Paul Lalonde est associé chez Denton et spécialisé en droit de l'anticorruption, du commerce international et des marchés publics. Son engagement dans le domaine de la lutte contre la corruption comprend 9 ans sous le conseil d'administration de Transparency International Canada, y compris 3 ans à titre de président et président du conseil. Et M. Patrick Moulette, il est le chef de la division anticorruption de l'OCDE. Il dirige les travaux des 44 pays membres du groupe de travail sur la corruption dans les grandes transactions commerciales internationales. Il a compris des processus d'évaluation de la mise en œuvre de la Convention anticorruption de l'OCDE. Monsieur Moulette a précédemment exercé fonction de secrétaire exécutif du GAFI, Groupe d'action financier. Dans l'exercice de ses fonctions de secrétaire exécutif de GAFI, il a développé des politiques de lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme. Il a dirigé des processus d'évaluation de leur mise en œuvre. Bon, pour plonger sur ce thème, on invite M. Moulette à partager les observations de l'OCDE sur la situation. S'il vous plaît. The floor is yours. Oui, donc j'ai la parole. Merci à notre modératrice et à des collègues aussi sur le panel aujourd'hui pour avoir cet échange, parce que je crois que c'est important de réfléchir à cette nouvelle situation, la pandémie, la crise sanitaire et son impact sur la corruption, sur les activités de corruption, mais aussi sur son impact sur la lutte contre la corruption. Et alors, sans prétention aucune, l'OCDE, pour une fois sur le sujet, n'a pas encore peut-être publié un rapport exhaustif et complet d'analyse de cette problématique dans les pays membres. Mais nous y avons quand même réfléchi. Je vais modestement parler plutôt d'une réflexion que nous avons menée l'année dernière, au début de cette crise sanitaire, au début de la pandémie. Et avant de commencer à partager les réflexions, nos réflexions dans ce domaine, je voudrais juste rappeler le rôle de l'OCDE dans la lutte contre la corruption en 30 secondes. Il y a une convention de lutte contre la corruption d'agents publics étrangers à l'OCDE, qui est donc une convention multilatérale, un véritable traité juridiquement contraignant signé par 44 pays, les 37 pays de l'OCDE et 7 pays non membres. Et il s'agit d'une forme de corruption bien particulière, qu'on appelle corruption transnationale, la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales. Et ce qui est intéressant, comme vous l'avez dit dans votre présentation, c'est qu'il existe, en plus de la convention, en plus du traité lui-même, un mécanisme de suivi ou de surveillance, si vous voulez, de l'application ou de la mise en œuvre de cette convention. Et ça fait plus de 20 ans, bientôt 25 ans que cette convention existe, donc nous avons pu développer une bonne connaissance, je pense, des mécanismes de
de corruption et notamment de la corruption transnationale. En général, les aspects de la corruption transnationale sont, les méthodes, les processus sont à peu près les mêmes que pour la corruption domestique. Donc, on peut toujours généraliser. Mais revenons-en au sujet. Donc, lorsque la crise s'est développée au début de l'année 2020, et on a tout de suite vu l'impact sur nos propres travaux, d'ailleurs, sur les réunions du comité compétent de l'OCDE, du groupe de l'OCDE, du groupe de travail anticorruption, et notamment des évaluations de la mise en œuvre par les pays membres. Ça, je vais y revenir à la fin. Mais le point de départ de notre réflexion, c'est de constater qu'en temps normal, le secteur de la santé, de la médecine, est un secteur à risque déjà pour des faits de corruption. Un rapport de l'OCDE de 2014 avait montré sur des affaires conclues, sur des affaires qui sont allées jusqu'aux sanctions par la justice, que 8% des cas de corruption transnationale concernent le secteur de la santé. Et donc c'est déjà une indication importante, mais ce n'est pas seulement le secteur de la santé lui-même, il existe aussi des risques de corruption très élevés dans le secteur de la communication, dans le secteur des transports. J'essaie de retrouver les pourcentages, je les ai plus en tête, mais disons que l'un dans l'autre, la situation provoquée par la crise l'année dernière est une situation propice à des faits de corruption au niveau domestique, au niveau international, à des faits de corruption et à des faits aussi d'autres activités illicites. C'est pas que la corruption qui peut prospérer sur le terreau de la pandémie et de la crise sanitaire. Il faut bien voir le contexte aussi. Les réponses des gouvernements, à juste titre d'ailleurs, ont constitué à injecter des sommes énormes d'argent pour soutenir l'économie, pour soutenir les entreprises, ce qui est tout à fait normal et louable. Mais en même temps, ces injections massives de capitaux publics créent des risques de corruption. Je pense qu'on sera tous d'accord pour noter ce constat. Parce que, oui, on a vu parfois dans certains cas les processus d'obtention des marchés publics, je dirais pas allégés, mais avoir été, ces processus, ces procédures ont eu lieu dans un environnement réglementaire peut-être un peu moins strict, et encore une fois sûrement pour des bons objectifs louables, d'apporter le soutien nécessaire aux entreprises et aux populations. Donc, pour nous, très clairement, la situation liée au Covid-19 représente des risques. Et des risques peut-être donc au niveau de l'activité de la corruption, et il y a un impact sur la lutte contre la corruption. Premier aspect, la détection de la corruption. On sait bien que pour être efficace dans la lutte contre la corruption et amener des affaires en justice, il faut d'abord qu'il y ait une détection. Et ça, c'est jamais évident. Jamais évident parce que voilà, c'est pas une forme de criminalité qui touche une personne en particulier, s'il n'y a pas de victime évidente, même si je suis persuadé qu'il y a beaucoup de victimes. Donc, en général, les gens ne portent pas plainte. Et comment s'effectue la détection? La plupart du temps, devrait se faire, c'est par le biais des lanceurs d'alerte. Et dans le contexte de la crise actuelle, on peut se demander quel est le rôle réel des lanceurs d'alerte, rôle très important, s'il n'a pas été affecté par la réduction des libertés dans tel ou tel contexte. Donc, c'est un premier impact sur lequel on a réfléchi. Et ensuite, de manière très concrète, au niveau de l'aspect sanction, enquête, poursuite, sanction, la question qui se pose, c'est comment fonctionnent les fameux, je vais utiliser une phrase en anglais, peut-être que nos collègues canadiens ont la bonne traduction française, mais je ne suis jamais arrivé à trouver une bonne traduction en français, c'est law enforcement.
Alors, on dit habituellement chargé de l'application de la loi, mais tout le monde est censé appliquer la loi. Je crois que la meilleure traduction, c'est celle des Nations Unies qui parle de prévention et de répression de l'activité criminelle. Enfin, law enforcement, c'est la justice, c'est la police, les services d'enquête et de poursuite. Voilà. Comment ces services fonctionnent en période de pandémie, quand les frontières sont fermées, quand les réunions physiques n'ont pas lieu? Voilà, il y a toute une série d'impacts, mais très pratiques sur leur travail quotidien. Et à un moment donné, on a vu l'année dernière, dans certains pays, les tribunaux être en pause, sauf peut-être pour des affaires urgentes et gravissimes ou estimées plus graves que la corruption. Donc, c'est une première chose à garder présente à l'esprit. Et une autre question qui se pose, c'est l'impact de la crise sur toutes les mesures de conformité, de compliance, aussi un mot très, très difficile à traduire en bon français, parce que conformité, c'est une traduction, mais ça a un autre sens aussi. Mais là, c'est plutôt nos collègues, les deux collègues qui sont sur le panel qui vont parler peut-être de cet impact sur la conformité et tout le travail préventif des entreprises par rapport aux actes et aux faits de corruption. En tout cas, c'est la raison pour laquelle, sans avoir fait une étude exhaustive, le groupe de travail de l'OCDE contre la corruption, après avoir mené ses réflexions, a publié une déclaration en avril 2020 pour rappeler l'importance des mesures anticorruption et l'importance de leur application, compte tenu du fait que la crise est une période propice à davantage d'activités criminelles. Alors, c'est assez simple, mais on pensait qu'il fallait absolument rappeler les États membres par rapport à leurs engagements de mettre en œuvre la Convention, mais en mettant l'accent sur des aspects en particulier, la nécessaire protection des lanceurs d'alerte, qui s'inscrit aussi dans le cadre plus général d'un rappel de l'importance de l'état de droit et donc tout ce qui va avec l'application des législations, la mise en œuvre des conventions internationales appropriées. Donc ça a été notre point de départ et c'est une situation que l'on suit régulièrement. Je dois dire que pour l'instant, on n'a pas vu, et c'est peut-être un peu normal, on n'a pas découvert de cas spécifiques de corruption transnationale, de corruption d'agents publics étrangers dans le contexte de la crise sanitaire. Et l'explication, c'est peut-être que comme d'habitude, la découverte d'actes de corruption prend toujours beaucoup de temps, mais pour l'instant, on n'a pas vu de cas spécifiques. Donc, nous continuons à suivre la situation. Et je pense que je vais m'arrêter là pour Merci, Monsieur Moulette. Excusez-nous, mais le temps. Bon, maintenant, j'invite le comportement éthique en temps de crise, l'observation d'un cas d'émission. Le Monsieur Marc Tasset, vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Mme Rodriguez. Merci beaucoup, M. Moulette, aussi, pour votre introduction, qui était vraiment intéressante. De mon côté, ce que je peux ramener, ou peut-être que je peux apporter ce matin en termes de discussion avec vous, ce serait, je pense, de tenir compte qu'en période de crise économique, on voit souvent les comportements des gens qui changent. Malheureusement, c'est pas toujours pour le mieux. Des fois, c'est un petit peu d'une façon qu'on espérait mieux, je dirais plutôt. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en période de crise économique, les gens souffrent de ce que moi j'appelle de l'anxiété des performances financières. Ils sont anxieux. Ils ont peur que les actionnaires aient des armes démesurées. Ils ont peur, comme tel, que l'entreprise ne puisse pas survivre la crise. Et quand il va y avoir une période de relance économique, c'est là que ça va être vraiment dangereux parce que à ce moment-là, les gens n'auront plus d'excuses et ils vont vouloir, je crois, rattraper les pertes du passé, les pertes qui
ont été engendrés par la crise. Et ça peut devenir difficile parce que, vous savez, quand on parle de comportement, tantôt, M. Moulet, il en discute un peu, quand on parle de compliance. Vous savez, on a la conformité et on a l'éthique. Et souvent, on met les deux mots dans la même phrase. On va dire un comportement, un programme d'éthique et de conformité. Et moi, à chaque fois, ça me fait toujours sursauter un petit peu parce que pour moi, la conformité, c'est de respecter la lettre de la loi. Donc, il y a une loi, il y a une lettre et on la respecte. Alors que l'éthique, c'est souvent de respecter l'esprit de la loi. Et moi, ce que j'ai peur un peu, c'est que lorsqu'il va y avoir relance économique, et on s'entend que relance économique va aussi tomber un petit peu dans le même temps qu'il va y avoir des actions, autant du niveau municipal, provincial et même national dans certains pays. Donc, malheureusement, je vous dirais, l'expérience a démontré que dans les 6 mois qui précèdent des élections, c'est à ce moment-là souvent qu'on voit des comportements non éthiques en termes d'adoption de contrats et surtout quand on parle d'infrastructures majeures. Donc, moi, ce que j'ai peur, c'est que certains dirigeants d'entreprises puissent justifier des comportements non éthiques en disant, écoute, notre comportement est tout à fait légal. On respecte la loi et on n'a pas le choix. Et c'est ça, je pense, que le processus de rationalisation de comportements non éthiques est probablement des plus grands défis qu'on va avoir à faire face au cours des prochains mois. Parce que c'est facile de rationaliser ce qui n'est pas éthique en disant j'ai pas le choix. L'éthique, c'est quelque chose que je ne peux pas me permettre. C'est une question de survie. On sauve des emplois, on conserve des emplois. Malheureusement, je pense que si on laisse les gens rationaliser par eux-mêmes, on va peut-être avoir des défis, mais je pense que certains organismes, autant l'OCDE, d'autres organismes réglementaires, sont là justement pour éviter cela. Donc, je pense que ça va être des périodes qui ne seront pas faciles, mais qui vont être encore assez peut-être intéressantes jusqu'à un certain point. Sur ça, je vais arrêter parce que je suis conscient du temps et je ne voudrais pas prendre du temps de Paul. Donc, M. Lalonde, je vous cède la parole. Monsieur Tassé, vous êtes bien généreux. Ben, écoutez, Josina, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant que je me lance dans mon sujet? On ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Excusez-moi. Ça passe super bien et on commence à voir une richesse de thèmes que nous pouvons plonger et faire la complémentarité. Bon, les impacts concrets de la pandémie sur les dossiers anticorruption, observation d'un avocat en pratique privée. Monsieur Paul Lalonde, vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci, Madame Rodriguez. Ça me fait plaisir d'être là avec mes copanélistes, M. Moulette, M. Tassé, très bien fait. J'ai quelques réactions à vos commentaires. On m'a demandé de donner la perspective d'un avocat en pratique privée, comme Mme Rodriguez a dit, où j'ai la chance de travailler avec des clients qui composent avec des défis au niveau de la corruption et autres criminalités. Écoutez, M. Moulette, pour répondre à un point que vous avez soulevé, l'OCDE n'a peut-être pas encore observé de cas spécifiques de corruption internationale liés à la crise sanitaire. Ma prédiction pour vous, c'est que ce n'est qu'une question de temps. Et vous allez en voir. Je crois que c'est inévitable, étant donné la dynamique que moi j'observe sur le terrain et que j'ai observé depuis plusieurs mois. Alors, en effet, la pandémie a été un vecteur de risque de crime économique. Et ceux qui ont observé ça de plus près ont observé une augmentation du cybercrime, alors les escroqueries, les attaques numériques, une augmentation de la fraude et une augmentation de la corruption. Alors, les escrocs numériques en ont profité avec le travail à la maison, les ordonnances de confinement, etc., avec le mouvement massif vers le travail à distance. Ça a donné des occasions aux escrocs d'entrer et de profiter des infrastructures qui n'étaient peut-être pas calibrées ou préparées suffisamment pour composer avec cette migration à distance qu'on a. Au niveau de la corruption, quelques observations qu'on a faites.
Parmi les choses qu'on a vues, c'est on a vu des clients malheureusement remettre ailleurs les énergies qui auraient été mises dans des programmes de conformité, dans des initiatives d'augmentation des contrôles de conformité, remettre à plus tard les investissements dans ces domaines-là pour composer avec ce que M. Tassé mentionnait, le professeur Tassé mentionnait, concernant l'anxiété par rapport à la performance financière de l'entreprise, la survie même de l'entreprise. Alors, quand la maison est en feu, on ne s'occupe peut-être pas de problèmes de propreté de la cuisine, on s'occupe à sauver la maison. Alors, ça, c'est des choses qu'on a vues malheureusement. On a aussi vu des instances de clients qui, vu les urgences dans les approvisionnements, et pas seulement l'approvisionnement de biens nécessaires à la lutte contre la crise sanitaire, mais les approvisionnements généralement ont été affectés beaucoup par la crise sanitaire. Alors, vu l'urgence d'obtenir les marchandises, on a vu des clients relaxer leur contrôle usuel et ça mène à des risques, c'est clair. En temps de crise, comme disait mon grand-père, on est moins regardant. Alors, c'est certainement quelque chose qu'on a vu. Et ce qu'on a aussi observé, c'est, et ça c'est anecdotique plutôt qu'une étude scientifique soignée ou empirique, c'est une augmentation des instances de demande de pots de vin dans les étapes de la chaîne d'approvisionnement. Alors, le transport, les autorités portuaires, les autorités douanières, etc. Ici, au Canada spécifiquement, on a vu des instances où les contrôles gouvernementaux ont causé des problèmes. On a eu un scandale au printemps dernier concernant la charité Oui. Et si ça intéresse l'auditoire, je suis sûr que Marc et moi, on peut en parler en plus de détails. Mais tout ça pour indiquer qu'un contrat assez important de 900 millions de dollars environ avait été octroyé à une charité. Et sans les contrôles usuels au niveau des conflits d'intérêts, etc. Et ça a presque fait tomber le gouvernement ici. Ça a été un scandale très sérieux au printemps dernier. On a aussi vu un hôpital à Montréal être la victime d'une fraude de près de 45 millions de dollars. Et ça a été évité in extremis par les mesures de contrôle des banques qui ont lancé l'alerte et on a pu sauver 45 millions de dollars qu'une banque, qu'un hôpital s'est presque fait escroquer. Alors, d'autres choses qu'on voit concrètement, des transactions qui nous viennent où on parle de quantités farfelues, où finalement on observe que les biens sont contrefaits, surtout dans le domaine des équipements médicaux pour combattre la crise. On a vu une augmentation des demandes d'enquête de diligence raisonnable qui, dans plusieurs cas, ont mené à des annulations de transactions parce qu'il est devenu assez évident assez rapidement qu'il y avait bien derrière les contreparties et que c'était des escrocs. On a aussi vu les clients développer des technologies et des mécanismes de contrôle des marchandises assez créatives que je n'avais pas vu avant, y compris des espèces de mécanismes pour contrôler et tracer le mouvement des marchandises à partir de l'usine jusqu'au point d'arrivée. Et l'utilisation très accrue d'inspection, de services d'inspection pour s'assurer qu'on ne fait pas affaire avec des escrocs et on ne fait pas affaire avec des biens contrefaits. Alors, il y a d'autres instances qu'on a vues, l'usage accru de fonds in escrow, en fidéicommis, pour essayer de protéger les acheteurs contre les vendeurs sans scrupules. Et en même temps,
je dirais qu'on a vu ce qui semble être le démantèlement, et ça, il y a eu beaucoup de publications là-dessus, des mesures de contrôle dans plusieurs pays. Les pays qui ont tendance à moins bien faire sur l'index d'anticorruption, Transparency International, par exemple, on a vu beaucoup des mesures de contrôle déjà faibles être vraiment démantelées dans beaucoup de pays, ce qui évidemment augmente les risques de corruption et de demande de pots de vin dans ces pays-là pour les entreprises canadiennes qui y opèrent. Alors, ça vous donne un buffet d'éléments qu'on a observés en pratique et peut-être que ça donne des idées de réflexion à M. Moulette et son groupe pour des recherches antérieures ou subséquentes. Alors voilà, je vais arrêter là. Je pense que j'ai dépassé mon 5 minutes déjà. Alors, Non, c'est bon. La générosité d'un et l'autre, ça marche. Mais avec la richesse, M. Lalonde, personnellement, j'ai plein de questions. Bon, avec la richesse de partage de ces 3 points de vue professionnels sur le thème, on passe maintenant aux questions. Et j'invite M. Tassé, en période de pandémie, quels sont, selon vous, les principaux défis en termes de comportement éthique de la part des dirigeants des entreprises? Ce sont eux qui donnent de l'exemple. S'il vous plaît. Oui, effectivement. Merci beaucoup, Mme Rodriguez. Et vous avez raison. C'est la haute direction qui doit envoyer un signal clair et précis. C'est dans la façon aussi, des fois, même de rémunérer les personnes. On doit encourager les comportements éthiques et non pas encourager les comportements non éthiques. Et souvent, moi, je fais une petite référence à ces gens-là qui sont non éthiques au sein de l'entreprise. Je les appelle les CLO. Et je sais que les avocats comme mon collègue, M. Lalonde, CLO, c'est souvent pour Chief Legal Officer. Moi, je les appelle les Chief, pas nécessairement ces avocats, mais j'appelle les gens qui ne respectent pas l'éthique, je les appelle les Chief Loophole Officers. Les gens qui sont là pour trouver l'échappatoire. Vous savez, les gens que, vous avez sûrement dans votre entourage quelqu'un, ou des fois, vous siégez des conseils d'administration avec certaines personnes et vous dites, cette personne-là, c'est qu'elle trouve des échappatoires. Et pendant longtemps, on a vénéré ces gens-là. On leur a donné des postes de haute direction, on a eu des promotions en disant, vous sauvez l'entreprise, vous êtes là pour nous aider. Mais tout ça, c'était vraiment un avantage à court terme pour avoir un désavantage à long terme. Ce qu'on dit en anglais souvent, short gain, long term pain. Ces gens-là ne nous apportent jamais vraiment de la valeur ajoutée à l'entreprise. C'est pas possible de toujours contourner les lois et ne jamais en payer les conséquences. Pourquoi? Parce que par le passé, ça pouvait se faire. Parce qu'il y avait peut-être certains échappatoires dans la loi qui le permettaient et peut-être aussi que les gens n'avaient pas accès à l'information. De nos jours, avec l'information qui circule de façon tellement rapide, c'est pas une question à savoir si devoir payer les conséquences, c'est plutôt quand. Et malheureusement, ce que ça a un gros impact sur l'image de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle souvent le risque réputationnel. Vous savez, on peut estimer un risque légal, on peut estimer un risque financier, mais estimer un risque réputationnel, c'est un défi. Et c'est ça qu'en ce moment, les gens de la haute direction doivent prendre en considération en disant, oui, il y a des façons qu'on peut contourner les règles. Et c'est vrai qu'en période de pandémie, il y a beaucoup de contrôles qui ont tombé. Il y a beaucoup de mesures d'urgence, un peu comme mon collègue M. Lalonde mentionnait tantôt. Oui, au Canada, on a eu des situations de donner des contrats rapides en disant, écoute, puis c'était pour une bonne cause. Et à la base même, je crois qu'il y a peut-être une bonne intention. Mais malheureusement, la perception. Et vous savez, pour les dirigeants d'entreprise en ce moment, la raison pour laquelle c'est important de démontrer de l'éthique dans les comportements, c'est parce que c'est une question de perception. On s'est rendu compte que lorsqu'il y a des allégations de malversation, c'est plus dommageable pour la valeur d'une entreprise que lorsqu'il y a une condamnation suite à cela. On l'a vu avec certaines entreprises que dès qu'il y avait des allégations, le cours boursier chutait et par la suite, il y avait des condamnations et le lendemain, le cours boursier augmentait et que c'était à n'y rien comprendre. Mais si on réfléchit, c'est parce que les investisseurs ont peur de l'inconnu, ont peur de l'incertitude. Donc, dès qu'on parle d'une allégation, on estime toujours la pire des conséquences. Et je pense aussi ce qui est important pour les hauts dirigeants, c'est de réaliser que leurs comportements sont sous la loupe tout le temps, c'est évident. Et aussi que si ils ne démontrent pas, et surtout ceux qui siègent des conseils d'administration,
s'ils ne démontrent pas qu'ils ont bien exercé leur rôle de fiduciaire, bien, ils peuvent être victimes de recours en action collective. Et ça, c'est quelque chose que, par le passé, on ne pensait pas souvent. Mais on commence à voir ça des dernières années, que des entreprises ont commis des actes non éthiques, ont été condamnées pour. Et en ce moment, les actionnaires qui, eux, ont vendu leurs actions lorsque il y avait des allégations et qu'eux ont subi des pertes à ce moment-là, en ce moment, font des recours collectifs, intentent des recours collectifs contre l'entreprise ainsi que les membres de l'administration. Donc, c'est important d'encourager une culture d'éthique, une culture du signalement, un petit peu comme M. Moulet mentionnait tantôt aussi, d'avoir des lignes de signalement. Puis, il y a certains termes que je trouve qu'on appelle ça un whistleblowing hotline. Je trouve que c'est pas beau. Puis un whistleblower, c'est pas le fun. Moi, j'aime ça des lignes d'éthique. On met le mot éthique plutôt que whistleblowing et on appelle les gens des genres d'ambassadeurs de l'éthique. Donc, ce sont des gens qui veulent partager des questionnements qu'ils ont et non pas nécessairement dire je suis un whistleblower puis j'ai dévoilé des choses qui vont aller à l'encontre. C'est par l'approche de comment qu'on le dit. Si on met ça comme je suis un ambassadeur de l'éthique au sein de mon entreprise et je veux partager des questionnements que j'ai au niveau de l'éthique, à ce moment-là, on dirait que ça encourage les gens, mais d'un autre côté, il faut aussi les protéger. Il ne faut pas qu'il y ait des représailles contre ces gens-là, parce que d'être un ambassadeur de l'éthique, il faut que ça soit vu comme quelque chose de vénérable et non pas comme quelque chose qui va à l'encontre de la solidarité de l'entreprise. Merci, Monsieur Tasset, c'est incroyablement chaud pour Monsieur Lamoulette. La perception, les allégations, comment nous pouvons faire pour ce type de nomenclature et alors, quelle réponse peut-on attendre des gouvernements et des organisations internationales en matière de lutte contre la corruption dans le contexte actuel? Alors, merci Madame Rodriguez pour cette question qui me met un peu sur l'île, mais je pense que c'est le but du jeu aujourd'hui dans notre exercice. Mais peut-être on devrait dire un mot encore une fois, c'est peut-être prématuré, mais des meilleures pratiques qu'on voit se dessiner dans ce domaine, qui sont un peu des pratiques voilà, qu'on a vues ici et là. Donc, il n'y a pas encore de comment dirais-je, de règles internationales, de normes internationales dans ce domaine, sachant que le point de départ, c'est vraiment d'appliquer les grands principes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais on voit des tendances en matière de bonnes pratiques qui se mettent en place. Par exemple, l'usage des nouvelles technologies. Alors, elles servent à la fraude, comme M. Lalonde l'a bien expliqué tout à l'heure, mais aussi, on peut imaginer que ces nouvelles technologies puissent être des armes supplémentaires, des moyens supplémentaires à la disposition des agences law enforcement, à la disposition des services d'enquête et de poursuite. C'est le cas dans certains pays, mais là aussi, cette question se double de la question des priorités et des moyens qui sont, ou plutôt qui doivent être alloués aux services de police et de justice. Et ce n'est pas évident que dans la période actuelle, la priorité soit donnée à la lutte contre la criminalité financière. Il se peut que pour des raisons tout à fait légitimes, d'ailleurs, les budgets relatifs à la police ou à la justice soient dirigés vers, en priorité, la lutte contre la criminalité organisée, la lutte contre le terrorisme ou les mouvements transfrontaliers. Enfin, c'est pas évident et je pense qu'il faut toujours insister, ça paraît banal, mais la question des ressources, d'autant plus si elle est liée à la question des nouvelles technologies, les services actuels sont peu équipés dans ce domaine, donc il faut vraiment que ça soit important. Ça, c'est un aspect, nouvelles technologies pour les enquêtes, les poursuites, voire même les jugements. Dans certains pays, très peu encore, mais on voit des jugements se dérouler de manière virtuelle. Alors peut-être pas en matière pénale, mais au moins en matière civile. Donc il y a peut-être une évolution là aussi à suivre de très près. Et l'utilisation des nouvelles technologies doit aussi s'appliquer peut-être même en premier lieu à la coopération internationale, à l'échange d'informations entre les autorités compétentes dans les pays. Il y a d'autres aspects en termes de meilleures pratiques
puisqu'on a vu certains mouvements législatifs dans des pays qui se sont dit, mais attendez, déjà en temps normal, pour conclure une affaire, c'est très long. Donc là, qui plus est, avec la pandémie, ça va être encore plus long. Donc, on a vu des pays réfléchir à juste titre, voire à modifier même les délais de prescription pour permettre aux enquêtes d'aboutir avec plus de temps. Donc ça, c'est quelque chose qui me paraît important. Et pour ajouter un dernier point, il faut que les organisations internationales, vous avez évoqué, puissent continuer leur travail, continuer notre travail d'évaluation de la mise en œuvre des mesures pour mettre en œuvre la convention anticorruption de l'OCDE. C'est quelque chose qui n'allait pas de soi, parce que, vous savez, on fait ça avec des visites sur place. On envoie des équipes d'experts dans les pays parler avec les ministères, les entreprises, la société civile, les avocats, etc. Ensuite, on fait un rapport bien documenté. Et bien là, avec l'interdiction des voyages, c'était plus possible. Et après un peu de flottement, on a décidé non, on va continuer quand même. On va faire nos visites sur place virtuelles. C'est très curieux comme expression, mais ça veut dire que tout se passe avec Zoom, Skype, Webex, etc. Et on y perd un peu en qualité, en quantité d'informations également, en franchise. En cible juridique, nous pouvons dire. Mais c'est super important que ce travail de revue par les pairs puisse continuer. Le CDE le fait dans le cadre de son groupe de travail anticorruption. Ce n'est pas le cas de toutes les organisations internationales, mais c'est un autre aspect qui est important, qui est peut-être moins évident parce que moins direct, moins d'impact sur le quotidien, mais c'est fondamental qu'on continue notre travail, sinon voilà, on devra juste fermer la boutique et c'est pas possible. Exactement. Et avec la richesse du thème, je viens de recevoir des questions qui sont posées vraiment à ces questions-là. Et je me permets d'essayer de changer un peu la parole vite pour continuer avec vous. Monsieur Moulette, est-ce que les pays africains ont signé la convention anticorruption que vous avez citée? Ça, c'est de quelqu'un qui fait partie, comme vous savez, le PCB est all over the world. On a plein de pays africains qui maintenant nous entendent et ils demandent ce type de réponse, s'il vous plaît. Est-ce que les pays africains ont signé la convention anticorruption que vous avez citée? D'accord. En fait, cette convention, elle a été signée par 44 pays. On pourrait dire que c'est peu, mais ce n'est pas seulement les pays de l'OCDE. Il y a aussi des pays non membres qui peuvent la signer. Et c'est le cas d'un pays en Afrique, qui est l'Afrique du Sud, qui a rejoint la convention. La convention de l'OCDE, elle a un objectif très spécifique, c'est la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, des grandes affaires de corruption. Et donc la convention est plutôt faite pour les pays qui sont exportateurs, qui sont investisseurs à l'étranger. Cela dit, même si tous les pays ne peuvent pas signer la convention, nous avons développé des programmes régionaux de coopération avec les pays non membres, et notamment un programme en Afrique en coopération avec la Banque africaine de développement. Et on essaie justement de relancer ce programme actuellement. Super intéressant. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci, monsieur Mollet. Alors, si vous permettez, j'ajouterais qu'il y a aussi la Convention des Nations Unies, la UNCAC en anglais, qui a 180 quelque chose membres, quelque chose comme ça, et qui comprend évidemment plusieurs pays d'Afrique, la plupart en fait. Et il y a aussi une convention de l'Union africaine pour la lutte contre la corruption. Donc en fait, vous voyez, ce n'est pas tellement les conventions et les traités internationaux qui manquent, c'est plutôt comment ils sont appliqués. Pour faire la opérationnalisation, toujours en mise en œuvre. Merci beaucoup. Monsieur Lalonde, pour profiter de votre intervention, quels sont les secteurs les plus touchés par l'augmentation des risques de corruption liés à la pandémie? Bon, ben encore une fois, c'est anecdotique plutôt que scientifique comme analyse que je vous offre, mais bon, évidemment, tout le milieu des approvisionnements d'équipements médicaux, particulièrement de protection personnelle, les masques, les gants,
les visières, enfin, les équipements pour les tests de COVID, etc. Ça a été un milieu très riche. Ça a été une espèce d'environnement de Far West qu'on a observé. Et moi, en 30 ans de pratique, j'ai vu des choses dans les derniers mois dans ces domaines-là que je n'ai jamais observées, comme étranges pratiques et des transactions farfelues qui me sont venues pour consultation. Alors, ça a définitivement été un domaine où il y a eu des dérapements, si je peux dire. Ensuite, je dirais tout ce qui est chaîne d'approvisionnement dans tous les domaines de marchandises. Et je l'ai mentionné tantôt, les questions, tout ce qui est du transport des marchandises de l'usine au client. Alors, le transport international. Et là, tout le domaine de la manutention et du transport des marchandises, les autorités réglementaires qui touchent aux marchandises lorsqu'ils traversent les frontières, alors que ce soit les autorités d'inspection, les autorités portuaires, les autorités douanières, on a vu beaucoup de problèmes et d'augmentation de risques de ce côté-là. Et ensuite, je dirais, peut-être étrangement ou de façon un peu plus surprenante, je n'avais pas anticipé ça, c'est le domaine de la philanthropie. Alors, on a vu toutes sortes d'escroqueries sortir dans le domaine de la philanthropie reliées au COVID. Évidemment, tout le monde veut aider. Hein? Les entreprises veulent se présenter comme appuyant les communautés dans lesquelles elles sont, comme contribuant à la lutte contre ce fléau. Alors, il y a toutes sortes d'organismes caritatifs qui sont présentés et qui offrent des véhicules aux entreprises pour manifester leur désir philanthropique. Par exemple, par le don de masques ou de gants ou d'équipements. Et étrangement, le fournisseur de ces équipements-là, c'est quelqu'un qui est lié de très près à la personne qui a fondé l'entreprise caritative, la charité en question. Alors ça, ce genre de manipulation ou d'abus des efforts philanthropiques, on en a vu. Et ça m'a plutôt étonné, mais bon, on apprend beaucoup sur la nature humaine dans le crise, c'est tout ce que je dirais. Alors, c'est des domaines qu'on a observés. Je suis sûr que à la lumière du temps et des études empiriques de l'OCDE et d'autres, on va peut-être identifier avec plus de granularité où il y a eu des difficultés particulières, mais c'est ce que nous, on a observé ici en pratique. Merci, M. Lalande. En fait, de tout ça en face, je demande, M. Tassé, êtes-vous optimiste quant à la lutte à la corruption dans une perspective post-pandémie et de relancer économique pour relancer l'économie? Monsieur Tassé? Ah, OK, excusez-moi, oui, j'avais un petit problème. Oui, je pense que... Merci beaucoup. Donc, je crois que le rôle des universités, le rôle des mentors, de plus en plus, à ce temps, on voit aussi des gens qui sont des mentors au sein d'entreprises, c'est effectivement de faire prendre compte, comme tel, à la nouvelle génération de futurs dirigeants, de le faire rendre compte qu'il y a une importance à prendre des décisions qui sont éthiques et que c'est facile de tomber dans l'anxiété de performance financière ou même l'anxiété de performance professionnelle parce qu'on a peur de perdre son emploi, on a peur de ne pas avoir la promotion. Oui, c'est facile, mais à long terme, ça ne peut pas subsister. Ça ne fonctionnera pas. Oui, vous pouvez avoir la promotion. Oui, vous allez avoir le boni. Mais dans combien de temps est-ce que vous allez devoir payer les conséquences de vos gestes? Et ça, au niveau académique, on est chanceux parce que de plus en plus, la nouvelle génération d'étudiants qu'on a ne semble pas favoriser ce type de comportement. Pour eux, c'est important que les entreprises respectent l'environnement, que les entreprises aient une responsabilité sociale et qu'elles démontrent une bonne gouvernance. Donc, pour eux,
J'ai remarqué aussi un changement, ça fait plusieurs années que j'enseigne, et avant, les étudiants aimaient dire on va travailler pour une grande organisation, et ils utilisaient un petit peu l'image de l'organisation. C'est un petit peu le branding, de dire je travaille en grand cabinet ou je travaille pour une grande organisation. Donc, ils étaient fiers. Ça les aidait comme tel à perfectionner leur image. Sauf qu'à ce temps, c'est le contraire. Ils ont leur propre image à eux. C'est comme leur propre branding. Peut-être parce qu'ils ont accès à des médias sociaux, ils ont des followers, ils ont plein de choses. Ces gens-là care beaucoup plus à savoir l'impact sur ma réputation. C'est juste une question de risque réputationnel corporatif. Ils voient une problématique au niveau de leur réputation. Ils ne veulent pas être associés. On a vu au Canada, un peu comme à l'étranger aussi, des entreprises qui ont fait les manchettes pour des mauvaises raisons. Et ils ont eu de la difficulté par la suite à recruter des gens. Les gens ne voulaient pas nécessairement être travailler pour ces entreprises-là parce qu'ils disaient, écoute, quand j'en parle à mes amis ou dans mon résumé, je vais dire que j'ai travaillé pour cette entreprise-là, mais il n'y a pas une bonne perception. Et je vous dirais que de plus en plus, les étudiants qu'on voit à l'université, ce sont des étudiants, des étudiantes qui veulent rester en affaires pendant longtemps. Parce qu'à cette heure, on peut rester dans le domaine, on peut rester actif pendant plusieurs années. On ne prend plus des libertés 55, comme on faisait la promotion avant ici au Canada à 55 ans, tu disais, je prends ma retraite. Donc, ta carrière peut être très longue. Et ce qui est triste, c'est que ces dernières années, qu'il y a des scandales qui ont éclaté 10, 15, même 20 ans après que certaines situations se soient produites. Et plus qu'on vieillit, plus qu'on est fier de nos réalisations, on n'aime jamais se faire parler de quelque chose qu'on a fait de non éthique il y a 20 ans passés. Donc, je pense que la nouvelle génération est consciente qu'on ne peut plus cacher rien. On doit être transparent et on doit être et ça, je pense que ces mots-là aussi, intégrité, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on a parlé de conformité et d'éthique, mais on a aussi de l'intégrité. Et c'est drôle parce que je regarde les entreprises qui ont eu des difficultés au niveau peut-être comportement non éthique par le passé. Ont transformé une position à l'interne qu'on appelait avant le chef de la conformité, le Chief Compliance Officer, alors qu'à ça devient. Et vous remarquerez, la plupart des entreprises qui ont ce que j'appelle le name and shame, ces entreprises-là ont changé le nom de la fonction vers l'intégrité. Donc, on a passé le concept de conformité à éthique et même on fait la promotion de l'intégrité. Et je pense que c'est ce que les étudiants vont s'attendre de leurs employeurs. Parce que de plus en plus, on se rend compte que même dans les questions d'entrevue d'embauche, ils soulèvent il y a quelque chose de positif. Parfait, merci beaucoup. J'ai bien pris que vous êtes très optimiste et aussi sur le profil des universités pour influencer les dirigeants. Merci beaucoup. Et maintenant, on passe à la dernière nos questions et je plonge un peu sur les questions que je viens de recevoir, plein de questions de John et de l'organisation. Bon, Monsieur Moulette, quelles leçons utiles pensez-vous avoir tirées des réflexions de l'OCDE? Et on a bien vu que ce n'est pas important seulement avoir des conventions, mais c'est à titre opérationnel sur le terrain, concernant l'impact de la crise sanitaire sur la lutte contre la corruption à plus long terme. S'il vous plaît, monsieur. Merci. Oui, je pense que c'est utile de mener une réflexion sur cet aspect parce que voilà, on a beaucoup parlé aujourd'hui dans notre session de l'impact du Covid-19 sur la corruption et l'impact sur la lutte contre la corruption. Mais on voit que peut-être qu'il y aura d'autres crises sanitaires ou d'autres crises dans différents domaines. Et en fait, la question qu'on se pose aussi à l'OCDE, c'est comment tirer les leçons, du point de vue de la lutte contre la corruption, bien évidemment, pour des crises similaires, où l'économie mondiale est bloquée, où les transports internationaux ne se font plus. Alors, on doit essayer de développer des standards, des normes d'adaptation à ces situations nouvelles qui, alors je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvaise augure, mais peut-être se répéteront. Peut-être qu'il y aura d'autres crises sanitaires, peut-être qu'elles seront plus régionales, d'autres crises commerciales ou en matière environnementale. Donc,
l'important, c'est de déplacer, pour nous, pour l'avenir, et en gardant présent à l'esprit le message de M. Tassé, c'est bien de voir que les jeunes sont motivés, et en fait, c'est très important ce qu'il a dit sur l'état d'esprit de la jeunesse, et c'est eux qui vont faire la différence, en fait, à l'avenir pour la lutte contre la corruption. Mais nous, en tant qu'organisation nationale ou internationale, on doit essayer de tirer les leçons de cette crise, parce que un jour ou l'autre, malheureusement, on sera dans des situations similaires, et il ne faudra pas essayer de réinventer. Alors, comment on va adapter les mesures anticorruption? Non, les mesures anticorruption devront avoir leurs propres standards pour les situations de crise mondiale. Et voilà, pour être simple, je me cantonnerai à cet aspect. Merci. Mais et au niveau numérique, qu'est-ce que nous pouvons dire qui manque au niveau, parce que vous avez dit que ça nous manque et ça vient vraiment une question qui pose, laisse-moi voir, son élément, c'est bien parce que tout le monde partage, il veut vous demander plein de questions. Comment les défis générés par le monde numérique sont vus et traités? Quels sont les principaux défis pour les auditeurs dans ce nouveau scénario? Alors, je demande ça à les 3 niveaux, universitaire, OCDE et niveau privé, entreprise. Bon, à vous. Je ne vais pas faire l'élection. Qui veut commencer? Je peux peut-être démarrer la réflexion là-dessus. Écoutez, l'explosion numérique, l'impact que ça a dans les enquêtes, c'est la multiplication des données à gérer et à analyser. Quand on parle d'une enquête qui peut couvrir une période de plusieurs années et plusieurs intervenants et toutes les correspondances numériques que ces correspondants-là auraient eues sur une période étendue, ça devient non pas des gigabytes, mais des terabytes de données qu'on doit gérer. Alors, c'est impossible de faire ça avec des effectifs humains seulement. Ça prend des dispositifs d'intelligence artificielle, de gestion de documents, de gestion de banques de données. Alors, les enquêteurs et les avocats qui traitent de ces défis-là doivent avoir des capacités technologiques. Ils doivent comprendre ces programmes-là, ils doivent comprendre comment ils fonctionnent, ils doivent être capables de les utiliser convenablement. Alors, ça veut dire une emphase dans les effectifs policiers, par exemple, sur la sophistication dans le monde numérique. Alors, c'est plus suffisant d'être un bon enquêteur avec son bloc-notes qui est capable de demander des questions et d'interviewer des témoins. Ça prend des capacités d'intelligence artificielle, de gestion de données impressionnantes. Je dirais aussi que la multiplication des modes de communication cause des complications et la multiplication des modes de communication éphémères. Alors, les Snapchat et les WeChat et tout ça, la multiplication de ces mécanismes-là, c'est formidable pour la rapidité et l'aisance des communications et le coût des communications, mais évidemment au niveau de la conformité des autorités policières, des enquêtes à l'interne, ça cause des difficultés énormes parce qu'on sait maintenant qu'on n'a jamais le plein complément des communications qui ont été faites. Il y a toujours toutes sortes de choses qui restent cachées. Et les entreprises doivent devenir très, très sophistiquées dans la façon d'essayer de capturer ces communications-là dans le contexte où elles sont des communications formelles de leurs employés dans l'exercice de leur fonction. Alors, ça soulève beaucoup de questions quant à l'utilisation par exemple, des téléphones portables des employés, etc. Alors, en fait, ça vous donne quelques petites réflexions sur le numérique dans notre contexte. Peut-être que c'est assez, M. Moulet, pour des observations additionnelles.
Merci, Monsieur Lalonde. Monsieur Tassé, vous voulez ajouter? Non, non, ce que je voulais dire, c'est que M. Lalonde a vraiment très, très bien voir le sujet. Très Donc, bien, s'il y a d'autres oui. questions, on aura la chance aux gens de nous poser d'autres questions. Alors, Monsieur Moulette, je crois que vous voulez, oui, oui, s'il vous plaît. Juste un mot, merci, sur en effet l'intelligence artificielle qui peut aider. Il peut aider. Alors, l'intelligence artificielle, je pense, ne va jamais remplacer le travail des enquêteurs et des juges. On aura toujours besoin d'un, si je peux dire, d'un flair humain. Voilà. Mais il y a quand même pas mal de temps. On a commencé à y réfléchir. On a un groupe de law enforcement dans le groupe de travail anti-corruption de CDE. Et par exemple, quelque chose d'assez évident, c'est l'intelligence artificielle peut vraiment aider à tout ce qui est analyse des livres comptables, des comptes, des transactions. Et plutôt qu'une personne fasse ça dans un bureau en regardant son écran pendant, je ne sais pas, des jours, des semaines, voilà, en 10 fois moins de temps, ça peut être fait. Donc là, il y a des aspects où qu'on peut utiliser, et toujours, bien évidemment, dans le respect des règles relatives à la protection des données de la vie privée. C'est ça qui est important aussi. Bon, merci. Nous sommes entrant jusqu'à la fin. Je vais finaliser avec la dernière question pour poser quelques petits mots pour fermer notre panel, malheureusement. Et quelle est l'action, ça vient de notre public aussi, quelle action ont-elles prouvé leur efficacité dans le cadre de la prévention de la corruption? Monsieur Tassé, vous voulez commencer? Moi, je dirais à l'action, ça a été comme tel les sessions de sensibilisation que les dirigeants d'entreprise ont assisté, d'un, pour être conscients de la problématique, et aussi les sessions de formation qui ont été offertes au personnel au sein de l'entreprise, ainsi qu'à tous les partenaires, c'est-à-dire les gens qui font partie de la chaîne d'approvisionnement aussi, ainsi que les représentants. Je pense que ce qui est important, c'est pas juste d'avoir des formations sur papier qui sont très statiques, c'est d'avoir quelque chose qui est dynamique, c'est des actions auditoires et faire certain de le rendre public sur les sites Internet. Comme ça, à ce moment-là, tous les partenaires vont savoir que ça existe et vont pouvoir s'interagir. Merci. Monsieur Molette, vous voulez ajouter quelle action ont-elles prouvé leur efficacité? On a plein de questions ici pour vous, mais on n'a pas de temps. On essaie de partager votre profil. Une question fondamentale. J'ai déjà beaucoup parlé, et si je commence à répondre à cette question, on va largement dépasser le temps. J'imagine. Monsieur Lalonde, alors, il s'élève vraiment les mots finaux. Je dirais deux choses très rapidement. Un, l'importance fondamentale de la culture organisationnelle. Créer une culture, c'est une des choses les plus difficiles. Changer une culture, ce l'est encore plus. Mais c'est fondamental. Et de façon plus mercenaire, je dirais les activités des autorités policières et réglementaires. Alors, il n'y a rien comme pour motiver les entreprises à prendre au sérieux ces lois-là que de voir des entrepreneurs dans des domaines connexes rencontrer des difficultés et être sujet à des jugements et des mesures réglementaires est difficile. Alors, je vous assure qu'au Canada, les grandes entreprises dans le domaine de la construction et de l'ingénierie ont porté très attention à ce qui est arrivé à SNC-Lavalin. Et certainement, ça motive beaucoup les entreprises à vouloir être certaines qu'elles ne sont pas la prochaine à rencontrer des difficultés pareilles. Je dirais que le travail continu et vigoureux des autorités policières reste fondamental. Exactement. Ça, c'est l'autre chapitre que nous pouvons parler, l'autre panel entier. Bon, malheureusement, on n'a pas de temps de répondre à toutes les questions posées. Merci beaucoup pour vos participations. Je vous remercie chaleureusement de votre participation, M. Moulette, M. Tassé, M. Lalonde. J'ai beaucoup pris. Hein? C'est motivant pour tous de voir ce thème toujours
très dynamique. Tous mes remerciements vont également au PCB, à John, à l'équipe pour toute leur aide précieuse. Et à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci beaucoup. Merci infiniment, monsieur. Merci à vous, Madame. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci. 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 Enchanté.